chers compatriotes ici présents à la fois en physique et en virtuel à travers les réseaux sociaux, très chers invités, très chers chefs de village, très chers notables, chère population de la commune de Diass, très chers amis. Écrire n'est pas difficile quand on est dans l'imaginaire, dans l'imagination, pour créer des personnages et leur coller des rôles sur la base de la seule volonté de l'auteur. J'en sais quelque chose pour avoir fait déjà 12 ouvrages. En voici le 13e. En faisant ce livre, je me suis rendu compte qu'écrire est d'une extrême douleur quand on le fait sur soi. Il y a dans l'autobiographie la douleur du risque d'étalement d'une vie privée. J'ai quand même pris le risque d'écrire sur mon histoire pour d'abord être quitte avec moi-même. Je ne parle pas de ma conscience seulement. J'ai voulu être quitte aussi avec ce compagnon qu'est mon corps et mon âme. Ces compagnons que sont mon corps et mon âme. C'est donc gratuit et gracieux du bon Dieu. J'ai voulu à travers ce livre être quitte avec ce compagnon nommé corps qu'on voit devant le miroir et qui pourtant cache l'autre personnage qu'on nomme âme et qui est immortel et invisible au microscope. Ce livre est une dette que j'ai payée et que je paye d'abord à moi-même. À moi-même pour avoir malmené ce corps partout, sans répit. C'est face au miroir de ma vie, me rendant compte qu'elle vaut la peine d'être racontée, que j'ai décidé d'écrire. D'écrire ce livre qui est donc un livre miroir. Donc on parlerait, comme Hassan l'a dit tout à l'heure, de livre mémoire. Peut-être qu'il dira première partie d'une mémoire. Face au miroir, j'ai revu Mamadou Ndione enfant, jouant, joyeux, avec des instants globalement plus heureux que malheureux. J'ai vu ma plume inquisitrice essayer en tant soit peu de suivre des séquences non exhaustives de mon enfance. C'est sur les pas de mon enfance que j'ai mieux compris. J'ai mieux compris ce qu'écrivait le philosophe scientifique Blaise Pascal. Il y a de cela 400 ans, je n'étais pas né, je vous rassure. Je cite Pascal, « La sagesse renvoie à l'enfance ». Fin de citation. En tout cas, je témoigne que l'adulte que je suis a été forgé par sa belle et pas si tendre enfance en zigzag entre Dakar, le Dakar de mes écoles, et Diass, la douce Diass champêtre. J'ai eu la chance d'avoir goûté à la fois à la pureté de la ruralité de Diass, mais aussi d'avoir goûté aux lumières de Dakar, la ville qui était à l'époque à taille humaine. Ma ruralité intacte en tout est le soubassement de ma vie faite d'ouverture sur le monde, partout et en tout lieu. Ce livre a suivi mes pas d'adolescent intrépide, mais conscient dans la tumulte. Dieu a voulu que ma traversée de cette étape piège de l'adolescence, piège parce que dangereuse, se soit passée globalement bien au milieu des tentations. Je reconnais à la vérité de dire que je dois cette traversée du désert ou du volcan de l'adolescence à un père et à une mère qui m'ont éduqué avec un souci de droiture et de responsabilité. C'est pourquoi, en plus du père et de la mère, ce livre a trempé son encre dans la vie de mes piliers et de mes étoiles, parmi lesquelles
il y a mon épouse. Mon histoire en recto verso a aussi parlé des instants du Mamadou Ndione dans les lieux que j'appelle les lieux de socialisation. Socialisation que sont les écoles formelles de l'État et celles informelles de la vie tout court. Que serais-je devenu sans ces écoles, à la fois formelles et informelles, qui, comme le feu, dressent le fer pour en faire un instrument? Que serais-je devenu? Je dois beaucoup aux écoles d'État, mais également aux écoles de citoyens, bref, aux écoles de la vie. Le miroir du livre a montré aussi des moments vécus dans ce que j'appelle les lieux de confrontation épique. Épique parce que plus ou moins saine de la vie publique, associative et politique. Politique, le mot est lâché. La politique est un prédateur, puisque le genre est féminin, je dirais la politique est une prédatrice, qui a ce don d'occuper plus d'espace qu'il n'en faut, faisant oublier d'autres pans de la vie. Il paraît que sa mission, la politique, est de faire le bonheur terrestre des gens. Est-ce vrai? I don't know. La politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre une politique sanglante, disait le timonier Mao Tse-tung. Je ne suis pas maoïste, je vous rassure, même si j'ai fait plusieurs séjours en Chine. Je crois que Mao a quelque part raison. Devant le miroir de ma vie politique, j'ai découvert la joie du service rendu, mais également les peines condensées de plusieurs contre-valeurs croisées que j'ai essayé de peindre dans le livre avec beaucoup de pudeur pour ne pas tomber dans le piège d'une riposte disproportionnée, voire déshumanisante. Mon problème avec la politique est que j'ai toujours voulu me battre avec les alligators sans perdre mon âme d'être humain. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme l'inusable comédien Charlie Chaplin, que j'aime bien, mais qui a écrit un livre qu'il a appelé Ma vie. Je n'irai donc pas jusqu'à dire, comme Charlie Chaplin, que l'homme n'est qu'un animal à demi dompté qui, pendant des générations, a gouverné les autres par la fourberie, la cruauté et la violence. Mais enfin, il y a en Charlie Chaplin, il est en train de mettre la musique de Charlie Chaplin sans s'en rendre compte. Mais enfin, il y a en Charlie Chaplin des pans de vérité dans la comédie dramatique des hommes, de l'être humain. Je l'avoue, la politique souvent donne envie de rebrousser chemin. La politique souvent donne envie, donne des nausées et donne souvent envie de rebrousser chemin. N'eût été le désir de tenir tête à ce que j'appelle la folie des hommes. Ce livre constate que la vie politique sous couvert de la belle démocratie, qui paraît-il est la moins pire des systèmes, la moins dramatique des systèmes. Ce livre, disais-je, ne juge pas mais constate que la vie politique sous couvert de la belle démocratie est le lieu de rencontre de toutes les audaces allant de la vertu au vice, avec hélas des conséquences d'agissements privés sur la chose publique. Le binôme vice-vertu est difficilement visible, souvent même difficilement inséparable, parce qu'étant très souvent dans le camouflage des actes et intentions, souvent très éloignés de la vérité. Parlant de vérité, j'ai voulu faire un livre vérité, un livre miroir que certains pourraient qualifier de première partie d'une mémoire déjà vécue, comme l'a dit tout à l'heure Hassan. J'ai raconté effectivement mon histoire, parce que comme le disait l'écrivain François Poirier, je l'ai même repris dans le livre, il a dit qu'une histoire non racontée n'a pas eu lieu. Mon histoire a eu lieu, je l'ai racontée. Vous pourrez le lire dans le livre. Pour vous donner envie de le lire, ce livre, je vous lirai
à haute voix une toute petite partie que j'aime bien dans le chapitre intitulé « Le gymnaste du Perron » à la page 14 pour ceux qui ont déjà le livre. Je cite, page 14, « Le gymnaste du Perron ». C'est moi le gymnaste du Perron tout petit. Je vends la mèche. J'écris, je cite, « Mes souvenirs d'enfance remontent à des tentatives de franchissement d'obstacles. J'ai souvenance du tout petit Mamadou, marchant à peine et tentant de monter sur le perron menant à l'espace familial. Ce spectacle amusait les adultes avec ma mère qui insistait pour que personne ne m'aide à franchir l'obstacle. Je forçais le ventre sur le perron, les jambes à terre, les coudes bien calés pour le geste brusque du gymnaste qui finissait par une roulade permettant d'atteindre l'objectif. Ce geste, je le faisais au moins 5 fois par jour. Pour, de curiosités en curiosités, entrer dans la chambre des parents et redescendre sur le perron pour jouer dans la vaste cour sablonneuse. La maison était à la Médina. J'y suis né un jour de février 1966, ça ne me rajeunit pas. À l'hôpital ou dispensaire dénommé Repos Mandel à l'époque, devenu par la suite Abbas Ndao. Sur mon bulletin de naissance, il est marqué 23h50, donc il n'y avait pas le soleil. Il ne faisait pas chaud. Les jours qui mènent de mon enfance à l'adolescence, c'est joué entre la Médina et Diass, entre l'école coranique, l'école élémentaire et primaire dénommée à l'époque champ de course, et le collège et lycée technique et commercial de la Fosse, Maurice de la Fosse. Le tout petit franchisseur du perron, un jour a fini par marcher très tôt pour rapidement être inscrit à l'école publique coranique de Tcherno. J'arrête là la citation du livre. Si vous voulez connaître le recto visible et le verso invisible de l'histoire du petit gymnaste du perron, si oui, faites tout pour avoir regardé le livre, qui en réalité aura certainement, si Dieu le veut, si Dieu nous donne la santé, aura certainement donc peut-être une deuxième partie. Que nous réserve demain? Demain de l'aube à l'heure où blanchit la campagne, comme dirait Victor Hugo. Je partirai. Je le connais par cœur, ce poème. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai. Les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Triste, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de prières en fleurs. Victor Hugo, je vois bien Moustapha qui est très heureux d'entendre ce poème de Victor Hugo. C'est un des rares poèmes que j'ai appris par cœur. Même mes poèmes, je ne les ai pas appris par cœur, hélas. Parce que peut-être j'ai dépassé l'âge de la parcœurisation. Eh bien, demain, c'est-à-dire maintenant, le gymnaste du perron partira sans doute pour agir, si Dieu lui donne la vie et la santé. Si on veut connaître ce que fera le gymnaste du perron face à ce qu'il appelle dans le dernier chapitre du livre, ce chapitre intitulé « Ce vent nouveau à la fois certain et incertain », donc si vous voulez connaître ce que fera le gymnaste du perron, il faudra attendre peut-être la semaine prochaine ou d'ici quelques jours. En attendant, je vous invite aujourd'hui, et si je pouvais même signer ça par arrêté, je le ferais. En attendant, je vous invite aujourd'hui à ne parler que de littérature, qui est moins polémique, qui est moins polémiste. Je vous inviterai donc à ne parler que de littérature amplement et uniquement. Et demain dès l'aube, à l'heure où blanchira la campagne, on parlera certainement d'autre chose. Ne parlons pas politique aujourd'hui,
Parlons littérature. Je vous remercie de votre attention.